Alors maintenant qu'on a vu comment marchait la notation complexe et introduit cette notion d'impédance complexe pour l'électricité, on va essayer d'appliquer ça au circuit RLC qui est alimenté par un générateur alternatif de tension. Et on va regarder dans un premier temps qu'est-ce qui se passe aux bornes de la résistance. On va voir ce qu'on appelle ça la résonance. On va observer une résonance en courant. Et aussi qu'est-ce qui va se passer aux bornes de la capacité. Donc ça va devenir un chouïa calculatoire, mais ce sont les idées principales. Et donc on va traiter ça principalement sous forme d'exercice, c'est-à-dire que c'est vous qui allez devoir démontrer les résultats principaux du cours pour vous approprier les méthodes, parce que c'est tout le temps la même chose qui se fait. Et donc on va essayer de voir tout ça un petit peu en détail. Alors on commence par le protocole expérimental. Je vais faire une petite vidéo, j'espère, à la rentrée sur le circuit RLC et ce qui va se passer quand vous l'excitez sinusoïdalement. Et donc votre vidéo est votre circuit est le suivant. Vous prenez un L, un C et un R dans votre circuit. Et vous regardez la tension aux bornes de la résistance. Alors on va pouvoir utiliser par exemple les bornes différentielles pour s'affranchir du problème de masse. Là j'ai mis la masse à cet endroit-là et je prélève les tensions EA0 et EA1, ce qui va me donner respectivement la tension ici qui est en fait la tension aux bornes du générateur sur EA0 et la tension ici qui est en fait la tension aux bornes de la résistance sur EA1. Et je vais donc pouvoir regarder comment l'une se comporte par rapport à l'autre, en particulier quel est le déphasage qui est entre les deux. On va observer bien sûr qu'ils vont être à la même pulsation. En revanche, il va y avoir en règle générale un déphasage entre les deux et surtout une différence d'amplitude. Vous imposez une certaine amplitude en entrée pour le générateur, mais l'amplitude de la tension de sortie, on va voir que elle peut varier de 0 jusqu'à la valeur de cette tension du générateur. Ce qui va constituer, pour une certaine pulsation, ce qui va constituer la résonance. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans la petite vidéo dont je devrais mettre le lien quelque part par ici. Bien. Alors, maintenant, si on fait l'étude de ce système-là en utilisant les complexes. Donc étude à l'aide des complexes. Pour voir combien ça va nous simplifier la vie, parce que franchement en 2,33 mouvements on va avoir notre résultat, alors que si on devait faire une vraie étude avec résolution d'équations différentielles du second degré avec des fonctions trigonométriques, ce serait extrêmement pénible. Alors en premier lieu, avec les complexes, vous pouvez très rapidement obtenir l'équation différentielle. Alors là, l'équation différentielle est franchement pas compliquée, étant donné que vous avez simplement, il suffit d'écrire la loi des mailles et puis remplacer ce qu'il faut. Mais ceci dit, il y a quand même une étape de dérivation, parce que ce qui nous intéresse, c'est la tension borne de la résistance, qui est donc reliée à l'intensité. Et l'intensité apparaît comme la dérivée de UC, et non pas UC directement. Donc pour faire apparaître cette dérivée de UC, il faudrait dériver la loi des mailles. Mais bon, on ne s'en occupe pas, parce que je vais vous montrer que les complexes vous permettent d'obtenir l'équation différentielle très rapidement et de manière beaucoup plus efficace, sans se poser de questions, simplement en utilisant la notion de diviseur de tension. Je vous rappelle que le diviseur de tension, c'est franchement le plus important. Alors si vous voulez, vous pouvez vous arrêter et essayer de penser comment cette information sur le diviseur de tension vous permet d'obtenir l'équation différentielle. Et sinon, on y va, on le fait. Alors, quand vous avez votre système, le diviseur de tension, c'est simplement que votre tension, donc par diviseur de tension, en complexe, on n'a que la tension UR complexe, ça va être l'impédance aux bornes de R, divisé par la somme de toutes les impédances du circuit, puisque celles-ci sont bien gentiment en série. Donc ça, ZL plus ZR plus ZC fois la tension complexe qui est donnée générée par le générateur. Donc quand on a cette expression-là, déjà,
Premier réflexe quand vous manipulez les complexes, il faut connaître ses impédances. Je vous rappelle que ZR c'est simple, c'est R, ZL c'est simple, c'est JL oméga. Par contre ZC c'est un petit peu embêtant, c'est du 1 sur JC oméga. Et comme je n'aime pas du tout manipuler des fractions de fractions, et vous non plus, je me débrouille pour faire disparaître ces fractions de fractions avant même qu'elles n'apparaissent. Ce que je sais, c'est que quand je multiplie ZC par YC, ça me donne 1. Donc je vais multiplier en haut et en bas par YC. Donc quand je fais ça, je me retrouve en haut par du ZR YC et en bas, j'ai du ZR YC plus ZL YC plus ZC YC et ça, par définition, c'est 1. Et puis je n'oublie pas le petit E qui se balade par là. Et donc là, automatiquement, ce terme-là va disparaître. Alors, je vais multiplier à gauche par le dénominateur de la fraction de droite, et comme ça, je me retrouve avec du... alors, je vais le mettre tout de suite dans le bon ordre. ZL YC. Alors, faites attention à la différence entre vos L et vos C, c'est important à cet endroit-là. Plus ZR YC. Plus 1, le tout facteur de UR, qui est égal à ZR YCE. Donc déjà, là, je me suis débarrassé des fractions. Première chose, mais comment, diable, arriverai-je à une équation différentielle? Tout simplement en me souvenant qu'une multiplication par j oméga, c'est équivalent d'une fonction, d'une notation complexe d'une fonction dépendante du temps, c'est équivalent à dire que je prends la dérivée de cette fonction-là. Or, là-dedans, regardez voir, si je remplace les expressions, j'ai ZL, c'est JL oméga, ZC, c'est JC oméga, ZR, c'est R, donc multiplié par YC, donc j'ai du JRC oméga, plus 1 UR, qui est égal à la même chose, JRC oméga E. Alors pourquoi je fais apparaître ça sous cette forme-là? Déjà pour reconnaître que ici j'ai du RC oméga. Vous vous souvenez que RC c'est un temps, donc oméga fois RC c'est sans dimension. Ça tombe bien parce que le 1 il est sans dimension aussi. Et là je vais avoir du L, C et oméga carré. Et je sais aussi par traitement du circuit RLC en régime transitoire que 1 sur racine de LC c'est homogène à une pulsation, donc racine de LC c'est un temps, donc LC c'est un temps au carré, et là j'ai une pulsation au carré multipliée par un temps au carré, c'est bien homogène. Bon, et surtout là-dedans, ce qui va m'intéresser, c'est les multiplications par j oméga. Déjà j'en ai une à droite, donc je vais repasser en... toujours en restant en complexe, mais sous forme d'une dérivée temporelle. J oméga fois E, c'est équivalent à la dérivée temporelle de E. De l'autre côté, j'ai UR fois 1, donc j'ai du UR tout seul. Ensuite, j'ai du J oméga ici fois UR, donc j'ai la dérivée de UR. Donc si je réécris ce terme, j'ai du RC fois la dérivée de UR. Et de l'autre côté, enfin le dernier terme, j'ai un j oméga et j'ai un deuxième j oméga. Et si je multiplie par j oméga une deuxième fois, ça me donne tout simplement la dérivée seconde. Donc je me retrouve avec du LC en facteur et la dérivée seconde de UR par rapport au temps. Et j'oublie pas le petit carré à cet endroit-là. Donc quand on obtient ça, eh bien, on a l'équation différentielle qui correspond, puisque je peux tout à fait repasser en notation réelle. Maintenant, si je prends la partie réelle du membre de gauche, la partie réelle du membre de droite, la dérivée d'une partie réelle, c'est la partie réelle de la dérivée. Donc, tout va bien de ce côté-là. Je me retrouve avec du RC dE sur dt, qui est égal à UR, plus RC DUR sur dt, plus LC D de UR sur DT2. Et j'ai mon équation différentielle d'évolution. Et vous pouvez vérifier que si vous écrivez la loi d'Émaille, que vous dérivez la loi d'Émaille pour faire apparaître du DUC sur DT, que vous remplacez ce DUC sur DT par I, et ensuite ce I par UR sur R, vous réobtenez cette expression-là, quitte à faire apparaître un 1 devant le UR. Donc,
Ça me donne le même résultat. Alors là, vous me direz, c'est pas forcément plus rapide. Effectivement, déjà, parce que j'ai détaillé le calcul pour obtenir l'équation différentielle, et 2, parce que l'équation différentielle était particulièrement simple à obtenir. Mais vous pouvez reprendre des anciens exercices dans lesquels vous aviez des équations différentielles qui étaient pénibles à obtenir et vérifier que grâce à cette technique, vous pouvez retrouver l'équation différentielle que l'on avait obtenue avec moult efforts pour faire des remplacements et la technique des gentils et des méchants. Alors ça ne veut pas dire que la technique des gentils et des méchants ne sert à rien, ça veut simplement dire que là on a peut-être trouvé quelque chose qui est un petit peu plus adapté et un petit peu plus rapide, et par la suite vous serez autorisé en disant voilà, je me place en régime sinusoïdal forcé pour trouver l'équation différentielle, parce que l'équation différentielle est la même qu'on soit en régime normal ou en régime sinusoïdal, et ce qui change c'est la nature du second terme. Si je remplace le E, plutôt que de dire que c'est le E qui est à cet endroit-là, plutôt que de dire que c'est un E0 cosinus oméga t, je dis simplement que c'est un E de t quelconque, et l'équation différentielle, elle sera toujours valable. On l'a démontré dans un certain cadre, mais la physique nous dit que l'équation différentielle vérifiée doit toujours être la même. Bon, alors, pour pouvoir retrouver le oméga 0, le et le facteur de qualité qui y sont associés, il va falloir que je me remette sous forme canonique. Et la forme canonique, c'est de, malheureusement, trouver un coefficient 1 devant la dérivée seconde et non pas devant la fonction UR elle-même. Donc il faut que je divise tout par LC. Donc là, et un C qui simplifie, j'ai du R sur L, DUR sur DT, plus 1 sur LC UR, en faisant bien attention de bien former les L, et c'est égal, alors n'oubliez pas, il y a le second membre qu'on divise aussi, donc c'est égal à R sur L DE sur DT. Ça me rassure parce que le terme en DE sur DT est multiplié par R sur L, tout comme le terme en DUR sur DT à gauche est multiplié par R sur L. C'est donc bien homogène et j'ai l'équation différentielle qui apparaît. Là-dedans, vous avez ce terme-là qui va être égal à oméga 0 carré. Donc, ça me dit que oméga 0, c'est 1 sur racine de LC. Alors, c'est rassurant, puisque c'est exactement la même chose que pour notre RLC série qu'on avait déjà étudiée dans le cadre d'un régime transitoire. Et le deuxième, celui-ci, c'est censé... Hop. Celui-ci, c'est censé me donner oméga 0 sur Q, donc c'est R sur L. Vous en déduisez que par produit croisé, Q c'est L oméga 0 sur R. Là d'ailleurs, on peut vérifier tout de suite l'homogénéité de la relation, puisque maintenant on sait que l'impédance, une résistance ou une inductance sont tous les deux une impédance. Pour la résistance, c'est simplement R directement, donc une impédance est homogène à une résistance. Je pense que j'ai oublié de le dire dans la partie précédente, mais vous pouvez le noter, une impédance, ou au moins le module de l'impédance, ça s'exprime en ohm. Et vous savez que l'impédance de L, c'est JL oméga, donc le module, c'est L oméga, donc L oméga s'exprime aussi en ohm, d'où le L oméga sur R ici, qui va correspondre à quelque chose qui est sans dimension. Et il me reste plus qu'à remplacer le oméga 0, donc j'ai du L sur R racine de LC, et puis en simplifiant un chouïa, ça me donne du 1 sur R racine de L sur C, qui est bien l'expression habituelle du facteur de qualité et de la pulsation propre pour un circuit RLC série. Donc on retrouve l'équation différentielle et tout ce qui nous intéresse à ce niveau-là en utilisant les complexes. Alors, dans ce cadre-là, pour cet exercice, pour ce circuit en particulier, c'est pas forcément un gain de temps parce qu'il est très très simple. Et puis c'est pour ça que c'est l'exemple à l'archétype du cours. Mais dès que vous avez un système un tout petit peu plus compliqué, je vous promets que utiliser un diviseur de tension correctement, alors il faut se ramener à ça, c'est-à-dire il faut mettre des impédances ensemble qui sont en parallèle, vous les remettez ensemble en sommant les admittances, celles qui sont en série, vous les mettez ensemble en sommant les impédances directement, mais on peut toujours se ramener à un circuit dans lequel on peut avoir un diviseur de tension.
On peut toujours, dans la plupart des circuits qu'on va vous proposer, on pourra se ramener à ça. Et du coup, ça vous permettra, en redéployant les J-oméga, de remonter à l'équation différentielle si jamais la question portait sur l'équation différentielle correspondante. Alors, maintenant qu'on a ça, on va voir comment la construction de Fresnel va nous permettre de prédire ce qui va se passer d'un point de vue des calculs, et ensuite on fera les vrais calculs pour obtenir les choses. Alors, on n'a que la loi d'émail. La loi d'émail qui s'applique à votre système, elle me dit que E, c'est égal à UL plus UC plus UR. Ou bien entendu, on va définir les différentes tensions. Ici, j'ai UC, ici, j'ai UL. Et on a bien que cette tension-là, plus cette tension-là, plus cette tension-là, qui vont toutes dans le sens trigonométrique autour de notre maille, doit être égale à la seule tension qui va dans le sens antitrigonométrique, c'est-à-dire le E. Donc on retrouve notre loi d'émail habituelle. Bon, ça c'est pas trop étonnant. Alors, on a surtout que ZL et UL et UC, on va pouvoir les écrire. L'un c'est ZLI, l'autre c'est ZCI, et c'est le même I qui circule dans les deux, puisque le I en question, c'est le I dans votre système, et bien sûr, pour que ça marche, il faut que je me place en convention récepteur. Maintenant, vous avez l'habitude, et donc ça doit être une seconde nature de vous placer en convention récepteur. Donc, ce I-là, c'est le I qui traverse la bobine, c'est le I qui traverse le condensateur, et c'est le I qui traverse la résistance. Et donc, vous avez comme relation, or, I, c'est UR divisé par R, d'où on peut remplacer, et E doit s'écrire, alors il y a un terme en JL oméga sur R fois UR, ça c'est la bobine, plus, alors, 1 sur JRC oméga, puisque ZC c'est 1 sur JC oméga fois UR, on divise aussi par R, plus le UR tout seul. Alors, pourquoi est-ce que ça m'arrange d'écrire les choses comme ça? Je vais essayer de faire un raisonnement purement géométrique en me basant sur les complexes. Vous vous souvenez que quand vous multipliez par le I complexe, donc par J ici, ça vous fait tourner 2π sur 2 dans le plan complexe. Vous avez un réel qui se transforme en imaginaire pur. Si vous multipliez encore par I, vous retournez de 90 degrés et puis vous avez un imaginaire pur qui se transforme en réel négatif, etc., etc. Alors, si on fait une représentation de Fresnel, comme ça, avec la partie imaginaire et la partie réelle. Alors, on va choisir, parce qu'on a toujours le choix, de manière arbitraire, que l'axe des réels correspond à la direction de U, du UR. Donc, si je mets mon UR, je le mets le long de l'axe des réels. Bien. Le terme en JL oméga R sur R UR, par rapport à cette flèche UR, il va avoir une certaine amplitude qui va dépendre de oméga. Vous voyez que plus oméga augmente, plus je multiplie par un facteur qui en module va être grand. Donc j'aurai une norme globale, un module de mon complexe résultant qui va être plus grand. Mais en tout cas, comme il y a le J devant et que c'est le seul ingrédient complexe dans l'affaire, ça me fait que la flèche qui représente ce UL tourne de π sur 2. Donc UL, il va monter de π sur 2 comme ça. Vous allez avoir, que le UL monte comme ça de π sur 2. Donc ça, c'est mon UL. Inversement, le terme qu'on va avoir ici
en UC, ce terme-là, je divise par J oméga. Or, diviser par le I complexe, c'est comme multiplier par moins I, ou alors, comme J, c'est du exponentiel I exponentiel J pi sur 2, 1 sur J, c'est du exponentiel moins J pi sur 2, ce qui vous induit une rotation d'un angle moins pi sur 2. Je détaille juste, 1 sur J, 1 sur J, c'est 1 sur exponentiel J pi sur 2, donc c'est du exponentiel moins J pi sur 2, donc ça fait multiplier par 1 sur J, ça vous fait non pas une rotation de pi sur 2, mais une rotation de moins pi sur 2, vous allez vers le bas, et ce qui va me donner que le terme que j'avais là va devenir UC, va être comme ça vers le bas, c'est-à-dire tourner de moins pi sur 2 par rapport à la tension de la résistance que vous avez en bleu ici. Résultat, si je regarde la somme de ces trois trucs-là, le E va être par là. Alors, ça me dit quoi, ça? Ça me dit que, étant donné, qu'est-ce qui peut changer là-dedans? La seule chose qui peut changer, si je maintiens UR de taille fixée, ça va être les modules, les longueurs des flèches UC et UL. En revanche, leur orientation est toujours la même. En particulier, vous voyez, vous remarquez là-dessus que la longueur de la flèche rouge, qui correspond à E, est toujours supérieure ou égale à la longueur de la flèche bleue, qui correspond à votre UR, qui est ici. Donc, on remarque que on aura toujours le module de E, c'est-à-dire l'amplitude de le signal d'entrée, qui va être supérieur ou égal au module de UR, avec égalité seulement quand on revient en fait à l'horizontale pour E, donc avec égalité seulement si vous avez que UL plus UC est égal à 0. En fait, ça, c'est simplement une inégalité triangulaire que vous appliquez à l'ensemble de votre relation qui est ici, puisque c'est UR facteur d'un complexe, donc la partie dont la partie réelle vaut 1 et la partie imaginaire peut être nulle, mais sinon vaut quelque chose. Et puis vous savez que la norme de ce machin-là est forcément supérieure à la norme de UR, puisqu'on a le produit des normes avec un truc dont la valeur minimale c'est 1. Donc, mais ça nous permet quand même de le voir de manière graphique. Donc on a cette égalité seulement si UL est égal à UC, ce qui est équivalent à dire que JL oméga sur R plus 1 sur JRC oméga doit être égal à 0, puisque le UR en facteur, lui, on va le supposer non nul. Alors les R se simplifient, je peux multiplier par JRC oméga en haut et en bas. Donc j'ai du J oméga au carré fois LC plus 1 qui est égal à 0. Or, J au carré, JJ, ça fait moins 1, donc j'ai du moins LC oméga carré plus 1 égale 0. Donc j'ai oméga qui est égal à 1 sur racine de LC. Ah tiens, ça c'est oméga 0. Donc on a un truc intéressant, c'est que UR atteint E seulement en oméga égale oméga 0. On parle en fait de résonance. De résonance, pourquoi? Parce que généralement on va se placer non pas dans l'idée comme sur le dessin ici que le module, c'est-à-dire l'amplitude de U est toujours la même, de UR est toujours la même, mais dans l'idée où l'amplitude de E est toujours la même, et pour une amplitude de E
fixé, ça veut dire que E se balade sur un cercle, et comme U doit être à la verticale de ce cercle systématiquement, vous voyez qu'il passe par un maximum quand E est horizontal, c'est-à-dire quand ils sont en phase, et qui va tendre vers 0 quand E va essayer d'aller vers la verticale le plus possible. Donc on va pouvoir l'interpréter. Alors là, je vous mets une petite animation où justement on voit ce qui se passe. Alors là, on a choisi de garder la distance U constante, la distance UR constante, et voir que pour garder ce même UR, selon la valeur de oméga, comparé à oméga 0, vous devez avoir un E qui est plus ou moins grand, ce qui veut dire que le rapport, quand on fait le rapport entre le module de UR et le module de E, ce rapport atteint 1 quand vous êtes en oméga égale oméga 0, tend vers 0 quand vous tendez vers l'infini, et part de 0 quand oméga est égal à 0. Aussi, vous voyez bien que aussi l'information sur le déphasage, l'argument de UR sur E, eh bien tout simplement, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir qui est en avance sur qui. Et dans un diagramme de Fresnel, je vais refaire un petit dessin. Dans un diagramme de Fresnel, quand vous avez un truc qui est comme ça, et puis par exemple le E qui va être comme ça, pour vous poser la question de savoir qui est en avance sur qui, là je regarde le diagramme et je peux vous affirmer que E est en avance sur UR. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? Ce qui veut dire donc que l'argument de UR par rapport à E est négatif. Donc pourquoi est-ce que je peux affirmer ça? Je m'imagine, en fait, vous avez vos deux vecteurs. Donc mettez votre main au-dessus de votre feuille pour avoir les deux vecteurs dans le sens dans lequel ils sont faits. Et ensuite, vous le faites tourner dans le sens trigonométrique. Et quand vous le faites tourner dans le sens trigonométrique, vous imaginez qu'il y a une sorte de cloche qui se balade sur l'axe vertical. Et le premier à faire teinter la cloche, c'est le premier qui va y passer. Et donc, c'est celui qui est en avance sur l'autre. Et là, vous voyez que quand on tourne, le E va taper l'axe vertical avant le U. Ou après un tour, il va retaper l'axe horizontal juste avant le UR. Donc, on a que E ici est en avance. Donc, E est en avance sur UR. Ce qui veut dire que UR est en retard sur E, et être en retard, c'est négatif, d'où ce qu'on appelle le déphasage, phi qui va être le déphasage de UR par rapport à E, il va être négatif. Et ça, c'est le cas, vous voyez, quand la tension de la bobine est supérieure à celle en norme, à celle du condensateur, ce qui veut dire que vous avez un oméga qui est suffisamment grand pour que le terme en JL oméga, en L oméga sur R, soit supérieur à 1 sur RC oméga. Donc, suffisamment grand devant quoi? Quand vous passez au niveau de l'axe horizontal, c'est que vous êtes en oméga égale oméga 0. Donc on a déjà vu que si on regarde en fonction de oméga, qu'on place oméga 0 et qu'on regarde l'amplitude, enfin le rapport d'amplification, pardon, qui va être le rapport de l'amplitude de la tension de la résistance sur l'amplitude de la tension d'entrée, ce rapport d'amplification, il va avoir tendance à passer par un maximum ici qui vaut 1 quand on est en oméga 0 exactement. Donc ça, c'est ce qu'on a remarqué avec ces histoires de normes. Et si on regarde maintenant la phase en fonction de oméga, on a le même passage par oméga 0. Quand oméga est égal à oméga 0, on a égalité des normes, et en fait, on a même égalité, E est égal à UR. Ils sont donc l'un en phase avec l'autre, puisqu'ils passent par leur maximum et par leur minimum en même temps. Donc, on va avoir un déphasage qui est nul à cet endroit-là. Quand on a oméga qui est suffisamment grand, c'est la bobine qui gagne, donc on va avoir un phi qui est négatif, et quand oméga est suffisamment petit, on va avoir un phi
qui va être positif. Donc on va avoir un comportement comme ça. On peut vérifier que quand oméga est égal à 0, en fait, le terme prépondérant, c'est le terme de la tension en borne du condensateur. Et donc on est en E qui a une avance de pi sur 2 sur UR, donc qui a un retard de pi sur 2 sur UR. On va l'écrire quand vous êtes ici. Vous avez que E, il se comporte quasiment comme 1 sur JRC oméga UR. Ce qui veut dire que UR sur E, c'est JRC oméga. Et vous voyez que à ce moment-là, l'argument correspondant, c'est plus pi sur 2. Et inversement, quand oméga tend vers l'infini, on va tendre vers moins pi sur 2 parce que c'est le terme en JL oméga qui va devenir prépondérant et on passe de l'autre côté. Donc là, on a, à partir d'un raisonnement géométrique, purement géométrique, sans faire quasiment aucun calcul, pu déterminer ce qu'on va appeler les courbes de résonance. Et dans le prochain chapitre, ce qu'on appellera diagramme de Bode, quand on va se placer en échelle logarithmique. Mais on a pu entièrement le démontrer, juste, l'expliquer juste de manière géométrique. Alors, dans la prochaine vidéo, vous allez vous poser la question de comment est-ce qu'on peut obtenir des expressions explicites pour la phase et pour l'amplitude. Mais ça vient juste après.